Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Bonjour Big Rusty. Salut Guillaume, salut à tous. Et ben voilà, on est en direct sur Twitch, vous le savez, on va répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas, si vous ne nous regardez pas sur Twitch, la vidéo est disponible sur YouTube. Là, ça y est, on a activé la mission Road to 100 G's. Donc n'hésitez pas, petit pouce bleu, mais surtout abonnez-vous parce que ça nous aide énormément. Ça nous permet par exemple d'avoir une interview avec Tyron Woodley qui est sortie hier soir. Donc voilà, et ça, ne l'oubliez pas, c'est grâce à vous. On lance le générique mon cher Rust, et puis ensuite on fait le petit récap, bien évidemment succinct mais exhaustif, de l'UFC Vegas 35. Let's roll! Soit. Alors, on va commencer bien évidemment par parler de Kevin Lee. Kevin Lee qui a été particulièrement loquace tout au long de la semaine. En mode c'est une chance pour Khabib de ne jamais m'avoir affronté. En mode Conor McGregor, la drogue c'est quand même un sacré truc. Surtout Kevin Lee qui s'était aussi exprimé au sujet de Tony Ferguson en disant si on s'affrontait aujourd'hui, s'il n'y aurait même pas match, ce serait une boucherie. Et donc Kevin Lee qui, au-delà de ça, devait bien évidemment combattre à l'UFC Vegas contre Daniel Rodriguez qui était lui prévenu de son côté en short notice, et Kevin Lee s'est incliné par décision unanime 29-28, 29-28, 29-28. Dana White, le président de l'UFC, a lui-même réagi en conférence de presse d'après combat pour mettre quasiment un petit ultimatum à Kevin Lee pour dire on va voir ce qui va se passer pour lui, voir si la suite se passera chez nous ou même en dehors. Alors Rust, là what's next pour Kevin Lee, mais il a l'air d'être dans une situation assez préoccupante, hein, le monsieur. En fait, c'est moi ça m'attriste vraiment la situation de Kevin Lee parce que au-delà de son histoire personnelle où il y avait son coach presque père spirituel et mentor et qui s'est suicidé qui comment dire quand il était enfin je crois que c'était genre il y a 5 ans quelque chose comme ça et depuis tu as vraiment l'impression que Kevin Lee il est perdu en fait. Il va de camp d'entraînement en camp d'entraînement, il essaye plein de trucs mais tu as vraiment l'impression qu'il est perdu et là tu vois si on se concentrait ne serait-ce que sur son niveau technique, honnêtement, je ne sais pas si on peut dire qu'il régresse, mais en tout cas, il n'y a littéralement aucun progrès en fait de combat en combat. Là, la manière dont il a combattu contre Daniel Rodriguez, honnêtement, ça m'a fait mal au cœur parce que il y avait rien. Il y avait rien, quoi. C'était à chaque fois, il lançait des coups seuls et des coups qui étaient vraiment qui n'avaient aucun sens. Genre, il va commencer un enchaînement avec un gros crochet gauche où il va mettre juste un uppercut de nulle part. Il n'y a aucune stratégie de combat, il n'y a aucune construction. Il y a juste son jab qu'il utilisait de manière à peu près intelligente, mais sinon, moi, j'ai juste l'impression qu'il régresse en fait. Et c'est là où c'est terrible, c'est que tu as vraiment l'impression que le trash talk qu'il fait en dehors de la cage, c'est presque pour compenser un niveau technique dont lui-même sait qu'il est en train de complètement prendre l'eau en fait. Donc je sais pas. Il a eu donc comme tu disais, c'est un lutteur de métier. Il a parlé de Khabib, etc. Mais même là, pendant ce combat, il a utilisé sa lutte. Il a réussi à mettre Daniel Rodriguez au sol. Mais même quand il l'a mis au sol, c'était plutôt une espèce de survie pour essayer de le maintenir au sol et de le contrôler en l'empêchant de se relever plutôt que de travailler et d'essayer de progresser pour des soumissions, du run and pound et tout. Enfin, c'était, j'ai jamais eu l'impression en fait que Kevin Lee était vraiment en contrôle de quoi que ce soit, même au sol et même en lutte en réalité. En plus de ça, je l'ai trouvé extrêmement petit face à Daniel Rodriguez. Alors c'est peut-être Daniel Rodriguez, il faudra qu'on aille voir, qui est énorme. On a toujours dit que de toute façon Kevin Lee c'était entre lightweight et welterweight et que c'est toujours l'éternel truc comme quoi C'est s'il y une avait une question catégorie qu'on qui nous était pose dans le chat justement. ouais, voilà. Ben, s'il y avait eu une catégorie, c'est la fameuse, tu vois. S'il y avait eu la catégorie 165 pounds, donc 60, peut-être 14 kilos, ce serait parfait pour Kevin Lee entre les deux catégories. Mais là, il rate une pesée sur 3 en lightweight et en welterweight. Clairement, là, il était petit, mais vraiment petit face à Daniel Rodriguez. Donc, je sais pas, ça m'attriste en fait, parce que je sais pas ce qu'il va faire. Parce que visiblement, c'est un problème qu'il a, je pense, dans sa vie, parce que là, le fait qu'il bouge autant entre les entraîneurs, entre les manières de faire, qu'il ne progresse plus, qu'il soit obligé de faire du trash talk et tout, visiblement, il y a quelque chose qui va pas du tout, en fait. Je sais pas ce que c'est, mais ben là, ça fait un bout de temps, quoi. Ça fait, je crois qu'il est à 4 ou 5 défaites sur ses 6 derniers combats.
je sais pas quoi, enfin, ce qu'il va faire, mais c'est alarmant, quoi, pour lui, pour sa carrière, disons. Reste là la question, alors pour Kevin Lee, véritablement, c'est donc il y a bien évidemment cette question de catégorie de poids, il y a pas mal de gens qui ont posé ça dans le chat. Aussi, pourquoi à ton avis, il est revenu tout simplement en welterweight? Parce que moi j'ai trouvé que c'était, tu vois, il y a eu ce combat contre Charles Oliveira, comme tu l'as dit très justement, enfin mine de rien ça a bien vieilli hein, cette défaite parce que Charles Oliveira qui est devenu depuis champion, mais là on a l'impression que le retour en welterweight, tu vois, il y avait pas vraiment de logique en fait tout simplement. Donc je sais pas du tout même là maintenant. Dana White a dit qu'ils allaient se poser la question de l'avenir de Kevin Lee. Dans le chat, il y en a pas mal aussi qui sont en train de se dire trop lourd pour les 155, trop léger pour les 170. Mais là, Ah on ouais? fait quoi pour lui, tout simplement? Ah, vraiment, très honnêtement, je ne sais pas. Je suis incapable de le dire parce que le problème, ça vient pas de, tu sais, genre, il est resté très longtemps avec un grand entraînement, ça a atteint ses limites. Tu sais, un peu comme en ce moment, il y a le parallèle avec Badrari qui a changé d'entraîneur parce qu'il le disait lui-même. Il avait fini en fait avec Mike Passonier. T'as pas ce problème-là en fait parce que là, t'as l'impression que il a tout essayé un petit peu à droite à gauche, machin, que rien ne prend. Et du coup, je ne sais pas quoi faire en fait. Je sais pas si j'étais lui ce que je ferais parce que je pense que le problème vient juste de là-haut et que ben quel que soit ce qu'il fait là et ce qu'il choisit, ce qu'il essaye, ça n'a pas l'air de marcher en fait. Donc soit il prend, je sais pas, peut-être 1 an ou 2 ans. Il a que 28 ans. Hein. Mais Soit il il l'a prend déjà 1 an. fait, il l'a déjà fait. Je sais pas, faudrait qu'il se retrouve un mentor, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a pour l'instant en l'état rien à faire en fait. C'est, c'est triste, c'est vraiment super triste, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que là, c'est terrible, hein. Je suis en train de regarder les stats pour Kevin Lee, hein. 2-5 sur ses 7 derniers combats. Il y a eu ces pauses, en plus, qui ont été prises pour justement essayer de retrouver la flamme. Il y a eu ces changements de camp. Là, vraiment, c'est assez particulier pour lui. Voilà. Peut-être mine de rien, changer d'organisation tout simplement. Changer Ouais, d'organisation, tu prends le temps aussi. mais en fait le problème c'est que je pense que s'il change d'organisation, visiblement Kevin Lee en fait c'est un gars qui a vraiment des rêves quoi. C'est un peu ce qu'il dit, comment dire, quand il fait du trash talk à Khabib, quand il parle de Tony Ferguson, c'est tu sens que lui-même essaie de tirer son nom vers le haut, quoi, en utilisant d'autres noms comme piédestal. Donc, je pense que c'est Kevin Lee, je vais dire un jeune, alors qu'il a un peu plus de notre âge, tu vois, mais c'est juste un jeune qui a des rêves de ouf. Il veut devenir champion UFC, il voudrait tellement, mais il n'y arrive pas. Et le problème, c'est que du coup, je pense que s'il part au Bellator, s'il part au PFL, en fait, je pense que ça va faire pire que mieux. Je peux me tromper, évidemment, mais je pense que ça ferait pire que mieux parce que du coup, là, ce serait presque un aveu de j'ai 28 ans, alors que là, je suis dans mon prime physique, je suis censé vraiment commencer à monter en flèche. Si tomber dans une organisation qui est clairement, tu vois, que quoi qu'on en dise, qui sont loin derrière en termes de niveau, le Bellator, le PFL, le ONE FC ou les autres, ben, ce serait un tel aveu de défaite et d'impuissance que je pense que dans la manière dont il voit les choses, Kevin Lee, ça ferait pire que mieux, en fait. Je ne sais pas dans quel état psychologique il est, mais si là il est à moitié en état dépressif, si jamais il va au Bellator, je pense que là ça va être, le dernier clou dans le cercueil. J'ai vraiment peur, quoi. Enfin, Mais ça sauf fait chier vraiment. Mais là, ce qui est vraiment là pour nous, hein, c'est pas, il y a Clément Diaz qui nous disait justement, on le voyait comme potentiel champion et superstar Bah il y a de ça ouais, bah quelques ouais, années. Là, pour bah moi, ouais. cette défaite, elle est vraiment alarmante dans le sens où c'est Daniel Rodriguez. C'est pas un mec qui est une star, c'est pas un mec qui va être champion, je me trompe peut-être, hein, mais qui a pas vocation à être champion. Et c'était même un combat, et c'était même pas un main event, tu vois. Et c'est à mon sens, c'est là que c'est vraiment alarmant. C'est qu'il y a vraiment, comme l'a dit Rust, hein, il y a soit une stagnation, soit une régression tout simplement chez Kevin Lee. Et là, il perd contre quelqu'un contre lequel il n'aurait pas dû perdre tout simplement. Et Mm. là, même pour l'UFC, tu te dis contre qui on va le mettre en fait. Parce que là, on le met contre un gars qui s'appelle Daniel Rodriguez qui est en short notice. Euh... Ouais, c'est dur. Daniel Rodriguez, il est vraiment, il est pas mauvais. Hein. Bah, de toute façon, Oui, il est à oui, l'UFC, oui, mais je veux dire, complètement, mais oui, non, non, oui. non, c'est pas du tout pour aller contre ce que tu dis. Mais Daniel Rodriguez n'est pas mauvais. Là, franchement, il a fait un très bon combat contre Kevin Lee. Mais effectivement, en fait, c'est normalement typiquement le genre d'adversaire que Kevin Lee doit battre si Kevin Lee était au niveau où lui-même pense qu'il est, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors, évidemment, il y a toujours ce côté, quand tu prends un short notice et que c'est toi le A-side, t'as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, c'est sûr. Mais on l'a vu dans l'histoire. Enfin, tu vois, il parlait de Khabib, Kevin Lee. Bah, Kevin Lee, Khabib
typiquement, quand il a combattu Darrell Archer en short notice, il avait rien à gagner, mais il a fait ce qu'il était prévu qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il a démonté Darrell Archer sans lui laisser une seule chance, tu vois. Si Kevin Lee était encore, au niveau où on espère qu'il était, ben, il l'aurait fait aussi. Et là, il a été dépassé. Donc c'est non, je suis d'accord, c'est alarmant. Voilà. Assez triste en tout cas. On va avancer bien évidemment sur le reste de la carte. Après, petite parenthèse, on va s'intéresser bien évidemment au gros upset de la soirée. C'est Gerald Meerschaert qui a battu Mahmoud Muradov. Mais juste avant ça, la malédiction du head kick avec Abdul Razak Al Hassan qui a battu Alessio Di Chirico. Vous vous souvenez d'Alessio Di Chirico qui avait battu lui-même Joaquin Buckley il y a de ça quelques mois, qui avait réussi le KO de l'année 2020. Et là maintenant, Di Chirico, l'italien, qui s'est fait mettre KO tout simplement par head kick à la 17e seconde. Et Abdul Razak Al Hassan qui réussit une première victoire depuis son retour après ses problèmes judiciaires. Et là maintenant, il a 11 victoires en carrière. 11 victoires par KO et 11 victoires, je sais pas pourquoi je montre 3, mais c'est une troisième raison de plus pour vous montrer que c'est une machine à highlight. 11 victoires par KO au premier round, enfin en tout cas 11 victoires au premier round pour Abdul Razak Al Hassan. Donc voilà, représentant du MMA africain qui avance et qui retrouve un petit peu la flamme après une mauvaise passe, donc assez intéressant pour lui. Mon cher Rust, Mahmoud Muradov qui était attendu clairement pour... il devait s'imposer face à Gerald Meerschaert. Et là, le protégé de Floyd Mayweather, managé par Mayweather Promotions, qui s'est fait soumettre au deuxième round, complètement fou et surtout très inattendu. Ouais, c'est inattendu. En fait, moi, je suis vraiment très déçu parce que Mahmoud Mac Muradov, déjà, j'adore son surnom. Il est super stylé et surtout, c'était un vrai prospect. Mon cher, je me permets de vous couper très rapidement pour juste régler les petits problèmes de son. Encore une fois, toutes mes excuses. Ça vient de nous, hein, ça vient de nous. D'ailleurs, si vous avez une technique pour permettre d'enregistrer Rust, ou en tout cas les gens qui sont en distanciel comme ça, plus que l'espèce de truc un peu foireux qu'on a, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur podcast@lasoir.com, ça nous aiderait énormément. C'est parti Rust, let's go. Oui, Mahmoud Muradov, comme tu l'as dit, il a beaucoup de, il est encore assez jeune. C'est un prospect. Il y avait beaucoup de raisons de penser qu'il pouvait aller loin en fait. Il a un style qui est très original, mais un physique aussi qui est pas commun. Il utilise ses attributs qui sont la vitesse et le fait qu'il est extrêmement mobile, parfaitement à son avantage. Et contre Gerald Meerschaert, en fait, le problème c'est que après le combat qu'il a fait, Gerald Meerschaert, contre comment s'appelle-t-il, Khamzat Chimaev. contre Khamzat. Honnêtement, c'était dur de prendre ce combat, je trouve, pour Mahmoud Muradov, parce que t'as pas grand-chose à gagner en fait. Tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire plus spectaculaire. Donc tout ce que tu peux faire contre Gerald Meerschaert en tant que Mahmoud Muradov, c'est moins bien. Ou alors mettre un KO en 3 secondes, mais ça n'existe pas. Et du coup, il a pris le combat en tout cas. C'était risqué, mais ok. Et c'était le cauchemar en fait. Alors déjà, je tiens à dire un seul truc qui est une toute petite parenthèse, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais le coup qu'il a mis dans les parties de Mahmoud Muradov, Gerald Meerschaert, alors là, franchement, si c'est pas volontaire, je peux me tromper absolument, mais j'ai vraiment des énormes doutes parce que la manière dont il met le kick, l'angle et ça n'existe pas comme kick en fait. Donc soit c'est un kick qu'il voulait mettre directement dans les parties, soit il y a un truc que je comprends pas. Donc pas cool, en tout cas si c'est volontaire. En plus d'un high poke au début de combat, etc. Mais en tout cas, en dehors de ça, il avait pas mal commencé le combat, Mahmoud Muradov, même si je trouve qu'il était beaucoup plus brouillon que d'habitude. Il avait fait ses entrées blitz, il avait réussi à toucher Gerald Meerschaert, il était très mobile, tout ça. Mais il était brouillon, j'ai trouvé, il était pas précis. Ses entrées, elles étaient pas aussi rapides, fulgurantes et précises que d'habitude. Et il s'est fait, en fait, il se faisait toucher de temps en temps par Gerald Meerschaert. Et il y a même un moment, et je crois qu'il me semble, je l'ai vu qu'une seule fois le combat, mais que c'est ça qui a amené à la soumission, c'est qu'il s'est fait à un moment donné choper en interception, soit sur une de ses entrées, soit c'était Gerald Meerschaert qui tentait un blitz à son tour. Il s'est fait choper. Et à partir de là, du coup, il s'est fait soumettre, il s'est fait un petit peu surprendre et du coup maîtriser, contrôler, puis soumis. Et c'est étrange et c'est pas bon du tout parce que perdre contre Gerald Meerschaert, c'est un vétéran, il est pas mauvais,
mais après que Gérald Merchert ait subi ce qu'il a subi contre Ramzat, c'est très compliqué de revenir en fait. Donc je ne sais pas ce que va faire Mahmoud Mouradov. Il était très prometteur, mais là, euh, c'est un énorme stop. Enfin, tu peux pas faire plus compliqué comme stop dans ta carrière que ce stop-là, quoi. De perdre contre un mec qui était censé grosso modo garnir ton highlight, qui sortait lui-même d'une défaite ultra spectaculaire contre un autre prospect en, je crois que c'était 12 secondes, un truc comme ça, peut-être un peu plus. 17 secondes. 17. Donc en fait, là, Mahmoud Mouradov, ça va être un énorme taquet pour sa carrière, hein, Ouais. je pense. Il était sur 14 victoires consécutives, et là, c'est vrai que ça met un gros stop. Après, bon, Incompréhensible. je entièrement d'accord, incompréhensible. Il y a eu aussi, j'ai eu l'impression aussi quand même qu'il y a eu une grosse fatigue physique de son côté, qui était assez surprenante aussi. Ouais, mais en fait, je sais pas comment dire, mais c'est vrai, mais je sais pas, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais j'avais presque l'impression qu'il était fatigué avant même que le combat commence. Enfin, même ses premiers blitz, c'était pas très beau, quoi. Enfin, c'était pas aussi crisp, c'était pas aussi affûté que d'habitude, et j'ai trouvé. Donc il avait peut-être il a peut-être eu une blessure, comme tous, hein, mais peut-être qu'il a une blessure qui était particulièrement handicapante au niveau de ses mouvements, au niveau dans le camp d'entraînement, peut-être qu'il a pas pu s'entraîner comme il voulait, je sais pas. Mais ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est un manque de précision et un côté brouillon que je n'attendais pas du tout, quoi. Enfin, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner les prochains combats de Mahmoud Mouradov. Au niveau du matchmaking, encore une fois, hein, et je me répète, mais vraiment à quel point c'est important. C'était un prospect, Mahmoud Mouradov. Il avait tellement à offrir, et c'était un vrai nom qui était en train de monter. Pour moi, le faire affronter Gérald Merchert, c'était le pire matchmaking possible, en fait. Donc, bon, son management a accepté. C'était quelque chose pour le hyper un petit peu plus, tout simplement? Ouais, mais pour moi, tu peux pas faire mieux que Ramzat. C'est quand même un vétéran, donc il y a quand même un petit risque, quoi, parce que c'est un mec et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, hein, Gérald Merchert. Il a grosso modo laissé passer la tempête, il a encaissé, et à un moment donné, il est revenu avec ses propres offensives, et il a fini par terminer même Mahmoud, tu vois. Donc pour moi, il avait que du risque en fait contre Merchert. Et si tu gagnes, enfin, il y a rien en fait. Si tu gagnes en faisant une démonstration, les gens diront non mais c'est cool, mais c'est Gérald Merchert qui vient de se faire étaler en 17 secondes par un no-name. Tu t'avais rien à gagner, quoi. Donc il n'avait rien à gagner et il a tout perdu. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Waouh. Là, vous avez du Rusty B particulièrement enflammé, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que là, c'est un petit peu dur pour lui. En plus, c'était ses débuts à Las Vegas. Il sortait de 2 victoires avec à chaque fois le bonus de performance de la soirée, donc gros coup d'arrêt. Ah oui. À suivre en tout cas pour la suite pour lui tout simplement. C'est un combattant spectaculaire. Attendons de voir. Après l'avantage. Il avait déjà eu un certain nombre de défaites dans sa carrière aussi. Mais là, c'est vrai que c'est assez bizarre. J'espère que, je sais pas s'il va donner des interviews après pour expliquer les raisons de cet échec, mais c'était vraiment particulier, hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il était pas là, en fait, tout simplement. Ouais. C'est qu'il était la moitié de ce qu'il est d'habitude. J'en ai pas vu encore des interviews. Faudra aller voir. Ça se trouve, il a posté un truc sur Insta, une explication, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, vraiment, enfin, ça sortait de nulle part, ce combat. C'était très étrange qu'il l'ait accepté. Et voilà, enfin, ça s'est fini littéralement de la pire des manières possibles pour lui et pour sa carrière, quoi. Ouais. Mais enfin, en tout cas, de son côté, Gérald Merchant qui enchaîne une deuxième victoire consécutive par soumission. Alors, Rust, maintenant place au main event. Giga Chikadze. Eh oui, on vous avait prévenu, Giga Chikadze face à Edson Barboza, il y a d'ailleurs pas mal de gars, ça c'est très mal de faire ça. Ça je me permets de le dire, qui était, oh les gars, vous parlez que de Jake Paul, mais vous n'avez pas du tout parlé du main event et du UFC qui arrive. Lundi, on a fait une preview d'1h20, je crois, sur toute la carte. Donc c'était une vidéo de Jake Paul et UFC, il y a 20 minutes sur Jake Paul, et tout le reste c'était sur l'UFC, donc on était là. On était là pour préparer ce main event qui promettait, et Giga Chikadze qui s'est imposé par TKO face à Edson Barboza. Franchement, il n'y a pas eu... pas l'ombre d'un doute, hein. Franchement, et on a même eu l'impression qu'au fil des minutes, l'écart se creusait. Superbe victoire pour Giga Chikadze, et là maintenant... Attention, moi, la seule mise en garde que j'ai, c'est ne pas se voir trop beau trop rapidement. Parce que là, il veut Max Holloway. Calme monde. C'est toujours le problème, c'est qu'en fait,
dans la catégorie, t'as des très bons combattants, parce qu'Edson Barbosa, c'est un tueur à gages. T'as des très très bons combattants. Et après, t'as les Max Holloway, en fait, de ce monde. Et donc, les Volkanovski, etc. Il y a un énorme gap, quand même, entre ces deux types de combattants. Donc, c'est vrai, faire attention, ne pas se voir trop beau, mais d'un autre côté, en fait, on a presque envie de dire, là, vu ce qu'il a montré, Giga Chikadze, franchement, et qu'il a en plus, tu sais, il a déjà sa carrière de combattant, de kickboxer avant Au Glory. le MMA, l'UFC, voilà, au Glory, et où il a eu beaucoup de succès. Donc j'ai presque envie de dire, attention, c'est vrai, mais d'un autre côté, là, vu ce qu'il vient de montrer, franchement, personnellement, je serais en mode, vas-y, allons-y, quoi. Enfin, ou alors peut-être un combat entre les deux, contre peut-être Qatar ou quelque chose comme Parce ça. que là, il a battu le 9e. Il a battu le 9e. Ouais, mais dans son domaine de prédilection, qui était quand même du coup le striking, et il y a aucun moment ils ont eu ni l'un ni l'autre envie de tenter un takedown, absolument pas. C'était juste, là, c'était un combat de grosso modo de Muay Thai, mais avec des gants de MMA. Et ben, franchement, là, j'ai vraiment, je me suis tellement régalé au terme de niveau de striking que très franchement, justement, c'est pour ça que oui, c'est une grosse marche, mais honnêtement, je suis en mode, vas-y, honnêtement, essayons. Franchement, essayons. Limite contre Max Holloway, pourquoi pas, je suis chaud. Parce que là, en fait, on a vraiment eu tu vois, tu viens de dire qu'on avait l'impression qu'au fil des rounds, l'écart se creusait. Personnellement, dès la première minute, j'ai trouvé que l'écart était très clair, en fait. Et que, à mon sens, c'est même Giga Chikadze qui décidait quand est-ce qu'il voulait appuyer sur le champignon et sur l'accélérateur et terminer le combat. Parce que, en fait, juste, voilà, qu'on parle un petit peu technique, mais quand on dit il y a des niveaux en termes de striking, c'est ce que dit souvent Israël Adesanya. Là, je pense que ça va devenir l'étalon parfait de cette image, en fait. Parce que Edson Barbosa, qui est un très bon striker, il est comparé au niveau de déplacement, de feinte, de construction et d'intelligence de combat d'un mec comme Giga Chikadze, c'est clairement le niveau en dessous, en fait, et vraiment un gros niveau d'écart. Honnêtement, dès le début, que ce soit donc au niveau du in and out, où Giga Chikadze, il reculait, c'est-à-dire qu'il a reculé pendant une grande partie du combat, mais t'as presque l'impression que c'est lui qui décidait de reculer, en fait. C'est pas forcément parce qu'il y avait une pression d'Edson Barbosa. Parce que les moments où Giga Chikadze a décidé d'attaquer sur certaines séquences, il mettait Edson en PLS, mais immédiatement, en fait. Donc, t'as presque, je sais pas si c'est ça, mais j'ai presque eu l'impression que c'est Giga Chikadze qui s'était dit, avec Rafael Cordero, ok, tout le monde dit que Edson Barbosa est un très bon striker, tout le monde dit que là où Edson Barbosa est le meilleur, c'est lorsqu'il avance, on va le mettre dans la position où il peut offrir ce qu'il a de mieux. Et juste montrer qu'on est au-dessus, même à ce moment-là. Vraiment, moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Parce que même pendant les moments où Edson Barbosa mettait la pression, comment dire, quand on dit qu'il y a des niveaux en termes de striking, c'est surtout en termes de feinte, en fait. Et comment dire, par exemple, là, tu vois, il était capable d'interrompre les mouvements, d'interrompre les séquences d'Edson Barbosa, Giga Chikadze, seulement à travers ses feintes. C'était juste monstrueux. La variété de ses coups, le fait qu'il était capable de mettre genre un low kick et ensuite tu vois il commence à amorcer sur un même mouvement de hanche, tu penses que c'est un low kick qui revient et en fait pouf, il part en front kick. T'as des trucs simplement des petits délires comme ça, t'as des trucs genre il met un high kick, un autre high kick et en fait le troisième qui revient et il s'est fait avoir dessus d'ailleurs Edson Barbosa et le troisième kick alors que t'as commencé à prendre l'habitude et que ton cerveau s'est mis en mode ok bon quand il fait cette amorce là c'est le kick qui vient, c'est le kick qui vient et ben du coup sur le troisième alors que Edson Barbosa monte sa garde, bam, énorme middle kick. En plus, c'est les middle kicks de Giga Chikadze, c'est-à-dire que c'est pas forcément avec le tibia, c'est avec la pointe du pied, ce qu'on appelle un crescent kick. Donc, c'est comme une lance qui transperce les côtes, et donc, en l'occurrence, le foie. C'est les déplacements, parce qu'en gros, il n'a jamais réussi, Edson Barbosa, à verrouiller Giga Chikadze, qui était tout le temps soit en mouvement latéraux, soit il feinte un mouvement latéral, il va de l'autre côté, et poum, il en profite pour mettre un de ses coups. En gros, il l'a complètement, mais noyé en fait d'informations, Edson Barbosa, et c'est généralement à ça qu'on voit les grands strikers en fait. C'est des gens qui se reposent pas forcément sur des attributs spécifiques, des attributs physiques spécifiques, mais qui par leur science de noyer d'informations l'adversaire sont capables de le dépasser et donc de développer leur propre game en fait. Et là, mais c'était tellement à un niveau de maîtrise incroyable. Pareil, en anglais, tu vois, enfin, c'est tout con. Mais quand Edson Barbosa donne des coups ou fait un enchaînement, généralement, sa tête reste au même endroit, en fait. Donc, il est extrêmement rapide. Ses coups, c'est comme des fouets. Il est capable de varier en allant au corps, etc.
mais sa tête reste généralement au même endroit et il se faisait contrer assez régulièrement dans sa carrière à cause de ça. Ben là, typiquement, tu vois, Giga Chikadze, c'était un peu le même délire, c'est-à-dire que il faisait aussi des enchaînements en anglaise, il allait aussi au corps, etc. Sauf que il rajoutait ce petit truc en plus qui était il enlève sa tête de la ligne d'attaque, Giga Chikadze. Donc, quand il arrive avec, je sais pas, par exemple, un jab cross, et ben, en même temps qu'il met le cross, il a fait un mouvement de buste qui fait que, ben, il est introuvable si tu essaies de mettre une réplique. Et c'était particulièrement criant lors des ralentis, en fait, entre les rounds de l'UFC, où tu voyais qu'il y avait genre un jab ou un cross de Edson Barbosa, et en même temps, Giga Chikadze qui mettait sa propre offensive, sauf que comme lui, imprimer un mouvement de buste à ses offensives, ben en gros, il ne se faisait pas toucher et Edson oui. C'est que des petits détails comme ça, mais qui montrent juste à quel point il a montré en fait à quel point il était en avance en termes de profondeur technique Giga Chikadze. Donc franchement, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il donnerait contre les Max Holloway de ce monde, mais franchement, honnêtement, moi, allons-y, tu vois, je suis. Moi, j'aimerais Qu'est-ce qui bien se passe? un combat entre les deux. J'aimerais bien un combat entre les deux Rust. Je me permets aussi une petite réponse à Louis Takeshi. Alors, Louis Takeshi, tu me fatigues un petit peu parce que il y a pas mal de commentaires que tu mets sur YouTube qui sont juste méchants. Et là, en plus, là, par rapport, donc on parlait de tout à l'heure de notre couverture de cet événement UFC, on a aussi droit, donc Louis Takeshi qui écrit c'est quoi l'excuse pour le combat de Pacquiao. Du coup, le combat de Pacquiao dès le dimanche matin, Rust et moi-même avons parlé du combat contre Pacquiao. Donc les gars, la plupart du temps c'est vrai qu'on a une grosse activité au niveau des vidéos qu'on sort, mais s'il vous plaît, regardez l'historique des vidéos avant soit de nous insulter, soit de nous dire, bah les gars, vous ne faites pas cette couverture-là, parce que honnêtement, hormis en de très très rares exceptions, mais quand on vous dit très rares exceptions, là pour vous dire, Rust est actuellement en vacances au Portugal, tranquillou, pourtant là il est midi, il est là à faire le recap UFC, donc on est toujours là, toujours sur le pied de guerre. Donc voilà, regardez un peu ce qui se passe et puis on en parle. Concernant, donc là on revient au main event de l'UFC, Giga Chikadze, donc ouais, il vient de battre le 9ème. Moi j'aimerais bien, tu vois, le voir peut-être contre Korean Zombie, contre Calvin Kattar pour le retour de Calvin Kattar, ou alors, si Zabit Magomed Sharipov venait à revenir au sport, pourquoi pas contre Zabit Magomed Sharipov. Mais contre Max Holloway, ce que je trouve un peu compliqué, c'est Max Holloway n'a pas grand chose à gagner, à part le combat Ouais. tout simplement à battre Giga Chikadze. Si Max Holloway démonte Giga Chikadze, on va dans une situation où nous, on va perdre un potentiel futur contender parce qu'on va se dire ah merde, c'est en fait il était pas prêt Giga Chikadze et Max Holloway qui sera dans une situation bah ouais bah je oui bah, je viens de battre le 9ème, c'est logique de Ouais, toute oui, façon. oui, non, c'est sûr. Et tu vois, je veux pas être dans cette situation-là avec Giga Chikadze parce que je suis de ton avis. Je pense qu'il peut se passer quelque chose, mais j'ai pas envie qu'on monte trop et qu'il y ait un peu comme Yair Rodriguez qui était passé de BJ C'est Penn, vrai. boum, Frankie Edgar. Et Non, oui, non, c'est honnêtement, clair. quand le, enfin, je veux pas dire, je vais dire que c'était criminel de la part de l'UFC. Non, mais à l'époque, c'était vraiment l'UFC, je pense que, et nous tous, hein, quand on a vu le combat le premier main event de Yair Rodriguez contre BJ Penn, tout le monde s'est dit, ok, c'est le futur, on tient peut-être le futur champion. Il est passé d'un BJ Penn extrêmement vieillissant, je crois qu'il était même plus dans le top 15, à directement Frankie Edgar, qui était troisième ou deuxième de la catégorie. Donc ok, en cas de victoire, directement il aurait eu le title shot, et là on était vraiment, c'était marche vers l'histoire, mais le problème c'est que ça lui a mis un énorme stop, et il a... J'ai même envie de dire, tu vois, il est toujours pas complètement revenu de cette victoire hier, Rodriguez. Parce que certes, il a enchaîné, mais il combat beaucoup moins, et sa carrière c'est plus ce que c'était, dans le sens les gens sont moins enclins à dire c'est le futur de la catégorie. C'est pour ça que moi, Giga, j'ai envie de me dire, soyons un petit peu patients avec lui, reste. Oui, non, c'est vrai. Euh, C'est vrai. Allons-y par étapes. mais Et c'est par vrai contre, pas que de Danny Gay qui est 8ème, pas de Josh Emmett qui est 7ème, pas d'Arnold Allen qui est 6ème, minimum du minimum, je lui file Calvin Kattar qui est 5ème. Voilà. Mais si tu vois, ouais, entre le 3 ou, donc voilà, on va dire c'est, t'as Yair Rodriguez qui est 3ème, 4ème Korean Zombie, 5ème Calvin Kattar. Pour moi, c'est un de ces trois-là. complètement. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, ça aurait absolument du sens. C'est vrai. C'est là, c'est. Et t'as raison de temporiser. C'est vrai que là, je suis excité comme une puce parce que on a vu le combat il y a quelques heures et que du coup, on est en mode. Enfin, il y a un biais parce que c'est récent. Mais non, non, c'est vrai. Ça aurait beaucoup plus de sens effectivement de le mettre contre un de ces noms-là, quoi. Au niveau de la construction de carrière, c'est vrai. Et du risque pris. Bah donc voilà, en tout cas on a fait le tour pour Giga Chikadze, extrêmement prometteur, là il confirme en plus, donc moi je trouve que c'est quand même une... C'est trop beau ce qu'il C'est fait. trop beau, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu triste pour Edson Barboza aussi.
Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais c'est vraiment dommage. Hein. Je vais pas dire que j'y croyais, tu vois, pour un titre en featherweight. Après ça, mine de rien, glorieuse carrière chez les lightweight. Mais c'est, tu sais, petit pincement au cœur comme lui, pour lui, parce que c'est quand même un, c'est con, mais c'est quand même un mec bien, Edson Barboza. Et du coup, ça, ouais. Non, et puis en plus, c'est le problème, c'est que on est presque attaché émotionnellement à Edson Barbosa en fait parce qu'on a grandi avec ses KO, on a grandi avec lui en tant que mec ultra spectaculaire. Régulièrement, il vient avec des bangers de l'espace comme contre Dan Hooker. Donc en fait, c'est vrai que on peut pas s'empêcher de le kiffer Edson Barbosa. En plus du fait qu'il trash talk jamais, c'est juste un mec, il vient, il fait le taf salement. Généralement, c'est ultra spectaculaire, victoire ou défaite. C'est typiquement le genre de gars qu'on adore en fait. Donc oui, ça fait un peu mal au cœur, mais d'un autre côté, et pouvait-il vraiment en être autrement, quoi? C'est, enfin, comment dire, aussi dur que ce soit pour battre Edson Barbosa, ça n'a jamais manqué. Et ben là, c'est simplement que il pouvait pas en être autrement en fait. Il se retrouve face à un mec qui est niveau glory en termes de kickboxing, qui en plus commence à vraiment trouver son rythme en MMA. Enfin, honnêtement, c'était quasi impossible, tu vois. Enfin, je sais pas quel était le pronostic que vous aviez donné avec Polydomso, et je suis sûr que Polydomso, vraiment, j'y mettrais ma main à couper. Il avait Shikadze. Voilà, Ouais. c'était sûr et certain. Donc, c'était presque une évidence que Giga Chikadze allait gagner. Donc, oui, c'est un peu dur, mais d'un autre côté, enfin, c'était inévitable en fait. Il ne sera probablement jamais champion Edson Barbosa parce que même s'il apporte des trucs ultra spectaculaires, il est toujours limité. Les gens savent comment le battre, que ce soit en lui mettant la pression avec de la lutte ou alors juste en étant à un niveau supérieur en termes de kickboxing comme Giga Chikadze. Donc ça restera quelqu'un qu'on adore regarder. Ça restera quelqu'un qu'on adore regarder et qu'on suivra toujours avec passion et émotion. Mais voilà, il y aura toujours une marche qui sera trop grande, quoi. C'est ça qui est dommage. Terrible pour Edson en tout cas. Bon, rien d'alarmant non plus dans cette défaite. On a Nono de 4-7 qui nous dit, et puis on se quittera là-dessus, mais si, Arnold Allen, les mecs, oui, parce que c'est vrai qu'au niveau d'un petit point stat qui est assez intéressant, les 3 plus grosses séries de victoires à l'UFC à l'heure actuelle chez les featherweight, mon cher Rust, 7 victoires consécutives pour Giga Chikadze, 7 victoires consécutives pour Alexander Volkanovski, 8 victoires consécutives pour Arnold Allen. Ouais, mais j'ai presque envie de dire ces deux prospects, en fait. Alors, ce serait peut-être un peu gourmand de vouloir se les garder tous les deux sous le coude, mais Arnold Allen, c'est pareil, ultra solide, Tristar, le mec est ultra complet, une boxe, enfin, un MMA, en fait, dans son entièreté qui est absolument somptueux parce que tout est contrôlé, tout est, enfin, vraiment, c'est à la mode Tristar, en fait. Donc, c'est magnifique, mais j'ai vraiment presque envie de les garder tous les deux sous le coude, en fait, et de pas les faire s'affronter. J'ai presque envie de faire, je sais pas s'il a un combat de prévu, Arnold Allen, mais j'ai presque envie que justement et lui et Giga Chikadze affrontent soit Kelvin Catar, soit Korean Zombie en fait. L'un prend l'un, l'autre prend l'autre. Mais ça me ferait mal au cœur d'en voir un perdre quoi. Je me suis mal exprimé, je voulais dire plutôt concernant Arnold Allen. Et je te rejoins complètement, je pense que les gens dans le chat aussi trouvent que c'est un petit peu du gâchis qui s'affronte à ce moment-là. Toi Arnold Allen, est-ce que tu y crois justement pour cette catégorie-là? Parce que, donc je le rappelle, plus grosse série de victoires actives chez les featherweight, est-ce que tu y crois en termes de futur champion tout simplement? Pour l'instant, je dois avouer que pas vraiment, parce qu'en fait, même s'il est extrêmement complet et d'une propreté, mais t'as envie de pleurer, il manque ce petit quelque chose où tu vois que quand il veut, il peut mettre les mecs hors d'état de nuire sans problème. Enfin, je sais pas, tu prends n'importe qui en fait, mais Adesanya ou enfin n'importe quel champion actuel, tu vois, ben, qui avait disons ce potentiel en fait, où on se disait ok les mecs sont intouchables, ils sont incroyables, machin. Enfin voilà, tu vois quand Israel Adesanya avant d'affronter Blachowicz, il était en mode ok il est le mec, il est bon partout. Enfin ben, il y avait toujours ce moment où tu te dis, et en plus de ça, il a ce X-Factor où il peut mettre n'importe qui en PLS dès qu'il le souhaite. Adesanya, c'était en striking. Ousmane, c'était au niveau de sa pression et de sa lutte, et juste de son impact physique sur son adversaire. Arnold Allen, en fait, il contrôle tout. Ce qu'il fait est magnifique. Mais il y a aucun moment où je suis impressionné par sa capacité à finir un combat et ou à prendre un tel ascendant sur son adversaire que grosso modo il pourrait le terminer s'il le voulait. Du coup, je sais pas en fait, parce que comme j'ai l'impression qu'il est
très très bon, ultra chaud, mais tout le temps juste au-dessus de son adversaire. Ça pourrait être en mode GSP, hein, et peut-être que quand il affrontera un mec ultra chaud, bah du coup il va se révéler et du coup là il pourra le terminer. Mais pour l'instant, en l'état, comme j'ai pas une impression de puissance, je suis réservé encore. Arnold Allen en mode GSP parce que oui, il s'entraîne également au Trister Gym. Voilà, regardez l'expertise de Rusty B. On va se quitter parce que la salle où s'entraîne Rust va bientôt fermer. On est désolé, mais si vous voulez le voir dans les futurs l'assurenceurs, d'ailleurs pour les l'assurenceurs, petit teasing, on vous prépare des trucs là, peut-être qu'on va aller prochainement à l'étranger pour faire des l'assurenceurs. Non, malheureusement, ce n'est pas non, pas lui. ce n'est pas ce à quoi pense Rust, mais c'est tout aussi fou. C'est tout aussi fou. Vraiment, en tout cas, ça me mais celui auquel on pensait est fou aussi, oui. Hein, et peut-être qu'un jour. One day maybe. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Franchement, on a eu encore énormément de participation dans le chat et ça nous aide à chaque fois que vous postez des messages parce que regardez, sans message sur Arnold Allen, on n'aurait pas pu faire cette petite parenthèse. Donc voilà, big shout out à my sweet pea, my sweet protein, mon 40% sur tout mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous les voyez tous les week-ends bien évidemment. Et puis voilà, Tsume, vous le savez, qui régale au niveau de notre studio. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura une petite vidéo qui va sortir sur notre nouveau studio 2.0. Voilà, on avance tous ensemble, on progresse petit à petit. Big Rusty, bon week-end, bonne séance de sport. À très vite pour de nouvelles aventures. See ya very soon. Ah ouais.